Brahima Yacouba, bonjour. Bonjour. Vous avez été 2 fois ministre dans une période assez récente, Affaires étrangères, Transport. Vous êtes surtout le dirigeant d'un jeune parti politique, MPN Kishin Kassa, qui se projette sur l'élection de 2020. Alors présentez-vous en quelques mots. Moi, je suis Ibrahim Yacouba, je suis le président du mouvement patriotique MPN Kishinkasa. Et effectivement, ce parti il a juste 3 ans. Nous l'avons créé en novembre 2015 comme le creuset de nouvelles forces politiques qui vont permettre l'émergence de nouveaux leaderships en matière d'acteurs nouveaux, jeunes et femmes qui vont s'investir dans la politique, mais aussi comme un nouvel acteur d'une nouvelle gouvernance nécessaire dans notre pays. Moi, j'ai... Oui, vous avez un parcours à la fois classique, avec une grande école, je crois que vous sortez de l'École nationale d'administration du Niger, mais aussi très militant de la société civile. Mais à l'origine, je crois que vous êtes le fils d'un commerçant à Oussa qui était un militant sawabiste. Qu'est-ce qu'un militant sawabiste? Oui, à Il faut se l'époque... replonger un peu dans l'histoire de l'indépendance Oui, africaine. dans la dynamique des indépendances, vous savez, en Afrique francophone ou en Afrique française à l'époque, il y avait à peu près 2 mouvements ou 2 courants, ceux qui voulaient l'indépendance totale et intégrale à ce moment-là, et puis d'autres partis un peu plus... Donc le RDA, le RDA était plutôt dans la dynamique de la continuité de la communauté France-Afrique à l'époque, puis le Sawaba qui était un mouvement... Avec Houphouët-Boigny, le RDA. Voilà, vous faites avec le RDA, et au Niger, Jibo Bakari, qui était un militant engagé pour l'indépendance. Moi, mon père était militant de ces partis-là, c'était vraiment un parti assez militant, il était engagé dans ces partis, puis il a quitté le centre d'où nous sommes pour aller vers Maradi. Pour aller vers Maradi, qui est à la frontière du Nigeria. Et là-bas, il s'est établi et il est devenu un commerçant qui a touché à beaucoup d'activités. L'import-export, l'agriculture, beaucoup d'activités économiques, telles que cela est possible vraiment dans la configuration de la frontière avec le Nigeria. Et c'est là-bas que je suis né, d'ailleurs, à peu près à 650 km de Niamey. C'est là-bas que vous y faites l'école primaire et secondaire, avant d'entamer des études supérieures qui vous amèneront à l'étranger. Oui, d'abord à l'ENA, à l'École nationale d'administration, où j'ai fait 2 cycles essentiellement sur la fiscalité douanière, puis après un séjour d'1 an au Maroc pour continuer le cycle supérieur dans toujours la filière douane. Mais durant tout le parcours, que ce soit au niveau du collège à Maradi ou de l'École nationale d'administration, ça a été un parcours académique doublé d'une activité militante précoce et permanente. J'ai vraiment été toujours dans les mouvements scolaires, les mouvements étudiants, puis dans les syndicats des travailleurs. Et c'est au coup d'État de 2010 que vous faites votre véritable entrée dans la politique. Oui, en effet, puisqu'à l'époque, à partir du coup d'État, vous savez que la junte qui est arrivée au pouvoir avait dissous les institutions, dont l'Assemblée nationale. À la place de l'Assemblée, ils avaient mis en place un conseil consultatif national qui était le regroupement des forces vives de la nation. Et dans ce cadre-là, dans cette mission, j'avais été nommé rapporteur général du conseil consultatif national. Et à partir de ce moment, j'ai pris mes distances avec le syndicat des douanes que j'ai dirigé depuis 2003 pour me consacrer dans une activité qui me paraissait totalement politique à l'époque. Et vous commencez à flirter avec le parti parti nigérien PNDS pour la démocratie et le socialisme du président Issoufou, et que vous allez intégrer après, et c'est comme ça que vous allez devenir ministre par 2 fois, puis directeur de cabinet adjoint du président de la République. Pourquoi quittez-vous tout ça en 2015 pour fonder votre parti? Bon, d'abord, en raison d'un parcours personnel lié à ma propre personne. En effet, j'ai été au ministère des Transports, puis au cabinet du président. Mais au niveau du parti du président, nous n'avons pas été compris. Je pense que c'est un parti qui ne fonctionne pas beaucoup à la démocratie interne, qui fonctionne vraiment par des règles assez particulières. Et ensuite, il y avait vraiment une volonté d'avoir un nouveau parti, comme je l'ai dit, qui va faire émerger un nouveau leadership. Il y a au Niger cette grande volonté de responsabiliser les femmes et les jeunes dans la politique. Et c'est pour cela que nous, notre parti, à sa création, plus de 80% sont des femmes et des jeunes. Et dans ce groupe des femmes et des jeunes, la grande majorité sont des personnes qui ou n'ont jamais voté, ou n'ont jamais fait un parti politique. Donc c'est une
nouvelle plateforme politique que nous avons voulu lancer parce qu'il fallait présenter une nouvelle alternative face au système qui était en place. Quelle est la ligne du parti? Nous sommes un parti progressiste. Notre vision, c'est réformer la société. C'est-à-dire, vous êtes démocrate, Nous social? sommes profondément démocrates, profondément sociaux et nous sommes attachés au rôle que l'État peut mener dans la construction des services publics nécessaires à la dignité de l'homme et à l'épanouissement de la femme et de la jeunesse. Vous ne rejetez pas le libéralisme, l'économie de marché. Donc toutes les règles qui produisent la richesse, qui permettent d'avoir une répartition des richesses et construire des bases solides de l'économie me paraissent nécessaires. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de débat dogmatique sur les règles. On choisit les règles les plus pertinentes qui permettent de mettre en place une économie qui crée la richesse et puis une redistribution égale de ces richesses-là. Vous parliez à l'instant de réformes. Quelles sont les réformes prioritaires pour le Niger? Je pense qu'il faut régler la question de l'éducation. Beaucoup d'années de mauvaise gouvernance et de désintérêt de l'éducation ont dégradé la situation de l'école nigérienne. Je pense que la situation me paraît être d'un niveau insupportable et un niveau qui ne permet pas le développement. Moi, je ne connais pas d'exemple dans l'histoire des sociétés, un pays qui s'est développé en dégradant et en liquidant l'école publique. Notre pays n'a plus d'école publique digne de ce nom. Est-ce que c'est la quantité ou c'est la qualité? Parce que le président Issoufou s'est quand même engagé à construire 15 000 classes dans son pays et un programme qui est en voie d'achèvement, je crois. Donc les efforts pour l'éducation ont été quand même assez importants. Ils sont insuffisants. Je ne connais pas le niveau réel des efforts qui ont été faits, mais les efforts aujourd'hui de notre pays en matière d'éducation sont insuffisants. La preuve, notre pays est régulièrement classé dernier au niveau de l'indice de développement humain. Or, vous savez que l'IDH intègre la question de l'éducation comme étant un des 3 facteurs déterminants de la construction de cet indice. Donc, nous avons une mauvaise politique en matière d'éducation de notre pays et ça approfondit la pauvreté, ça creuse les inégalités et ça fragilise les institutions. Donc c'est pour cela que nous considérons que c'est une des réformes prioritaires nécessaires et urgentes que l'État investisse réellement dans l'éducation de notre pays. Le Niger a connu plusieurs rébellions touareg par le passé et il est actuellement au centre d'une région conflictuelle. Au sud, c'est la menace de Boko Haram qui est toujours présente. À ses frontières, notamment à sa frontière avec le Burkina, il y a de plus en plus d'exactions ou d'attaques intercommunautaires. Est-ce que vous voyez des risques importants pour votre pays? Moi, je considère que notre pays est un peu dans l'œil du cyclone. Le cyclone, c'est la configuration globale du Sahel. Vous avez des menaces réelles du côté de la Libye. Vous avez Boko Haram de plus en plus offensif et agressif contre les États, le Nigeria et les États voisins. Vous avez une situation qui s'est fortement dégradée au Mali et aussi au Burkina. Donc vous avez un contexte sécuritaire totalement dégradé. Et dans ce contexte, nous sommes au milieu. Et je considère que l'une des faillites de ces gouvernements-là, c'est justement la question sécuritaire. Pourquoi? Le pays a des alliances avec 2 des meilleures armées du monde, les États-Unis et la France. Pourtant, jamais notre pays n'a été dans une si mauvaise situation sécuritaire. Rien que pour le mois de mars, rien que la région de Difa, les humanitaires ont dénombré à peu près plus de 20 attaques contre les forces terroristes et plus de 88 personnes civiles tuées. Le nombre de personnes tuées, le nombre de personnes enlevées, le nombre d'attaques contre nos forces dans toutes les régions du pays est un indicateur suffisant pour montrer que nous avons une situation sécuritaire préoccupante dans notre pays. Comment expliquez-vous ce regain d'insécurité? Si je dis que c'est le gouvernement, c'est peut-être, on va considérer que c'est une posture d'opposition, mais ma conviction, c'est que le gouvernement est incapable d'assurer notre propre sécurité parce que vous avez évoqué le partenariat, vous avez évoqué les ressources qui sont mises en œuvre, mais je pense qu'il n'a pas mis en place les hommes, les ressources nécessaires vraiment, bien gérées dans le cadre de la gestion de la sécurité et le dialogue nécessaire avec dans les zones concernées pour que nous ayons une question sécuritaire. Aujourd'hui, au Niger, notre préoccupation, la préoccupation de chacun, c'est de dire qu'il peut être attaqué partout où il se trouve. Pourtant, le budget national est
très conséquent pour les forces de défense et de sécurité. Est-ce qu'il est mal utilisé, selon vous? Les propres journaux du gouvernement considèrent qu'il est mal utilisé et qu'une grande partie de ce budget va à la surfacturation ou à d'autres destinations qui sont inadéquates et inacceptables dans une gouvernance. Il y a un problème de gouvernance. Il ne faut pas simplement allouer les ressources, il faut s'assurer que les ressources vont toutes et conséquemment à ce à quoi elles sont destinées. Vous avez été militant altermondialiste, vous avez aussi été coordinateur du réseau national d'aide et développement là, dans votre pays, avez été un des militants pour l'annulation de la dette des pays africains. Que vous inspire la décision, la politique du président ghanéen Nana Akufo-Addo de se passer des services du Fonds monétaire international dans son prochain budget? Mais je pense que c'est normal. Chaque fois qu'un pays réunit les conditions de sa propre stabilité financière et de la propre production de ses instruments de financement du développement, il peut ne pas avoir de programme avec le FMI. Je considère que si le gouvernement ghanéen se passe d'un programme avec le FMI, c'est qu'il a réuni les conditions objectives de ne pas avoir recours au FMI, puisqu'à la base, à la création et dans l'esprit, le FMI, c'est soutenir les pays qui sont en crise financière. Donc c'est censé être provisoire ou ponctuel. Donc toutes les fois qu'un pays réunit les conditions objectives du financement de son développement, je considère qu'il a raison de se passer du FMI. Le Niger pourra-t-il se passer des services des institutions de Bretton Woods un jour ou l'autre? Oui, il faut qu'il produise une gouvernance conséquente. Pour le moment, nous n'avons pas la gouvernance, à mon avis, qui permet d'avoir une bonne gestion des ressources. Sinon, les ressources, elles existent. Les moyens, ils existent, mais on doit les utiliser dans des domaines prioritaires et il faut les utiliser de manière à ce que la corruption ne prenne pas une grande part des ressources que nous avons. Si nous avons une gouvernance sérieuse, une gouvernance des priorités, nous serons capables d'avoir des programmes sans le soutien du FMI ou d'autres institutions de ce type. Dernière question. Les élections présidentielles vont arriver à grands pas. On est dans des reconfigurations politiques. On a un opposant, ancien Premier ministre Hama Amadou à Paris. Seni Oumarou, un ancien Premier ministre aussi qui devrait être candidat. Ah oui, il s'est déclaré candidat. Il s'est déclaré. Le saurez-vous vous-même? Oui, je suis convaincu que notre parti présentera un candidat. Qui sait, je ne sais pas. Mais nous sommes dans la volonté de présenter une alternative au système qui est en place. Et je suis sûr que notre parti présentera un candidat, Inch'Allah. C'est même nécessaire. Est-ce qu'il y a un congrès prévu avant pour décider de... Oui, notre texte prévoit une convention nationale qui désigne et qui investit le candidat. Mais l'inquiétude, ce n'est pas qu'on ait un candidat, nous, ou que des partis d'opposition aient un candidat. L'inquiétude, c'est la volonté du gouvernement en place de confisquer les prochaines élections. Il y a une volonté manifeste d'instrumentaliser l'administration publique, d'utiliser l'argent public et les ressources pour corrompre, et surtout une volonté de caporaliser la Commission électorale nationale indépendante. Pourtant, le président Issoufou a décidé de ne pas se représenter, de respecter la Constitution. C'est quand même un geste louable en Afrique de l'Ouest et même en Afrique en général, où plusieurs présidents ont fait sauter le verrou constitutionnel. Bon, je pense que c'est un indicateur de la mauvaise santé de notre démocratie. Si nous devons nous féliciter qu'un président se conforme à la Constitution, il ne peut pas faire autrement. Vous n'imaginez pas ici un président imaginer et dire... On l'a vu ailleurs. Hein. Oui, on l'a vu. C'est quand même un mauvais indicateur de la santé démocratique de notre continent. Moi, je souhaite que les mandats qui sont limités par les constitutions ne donnent même pas lieu à des polémiques. Mais s'il le fait et qu'à l'étranger, on considère que c'est important, tant mieux. Mais la question principale, à mon avis, c'est comment on réalise l'alternance démocratique. Vous savez, le Niger, depuis l'indépendance, n'a jamais réussi une seule alternance démocratique ou une seule alternance pacifique. Toutes les fois qu'un pouvoir a été transmis à un autre, c'est toujours suite à un coup d'État ou à la conférence nationale. Essentiellement suite à un coup d'État. Pas la dernière élection. Oui, il n'avait pas transmis le témoin à quelqu'un. On réalise l'alternance lorsqu'un président passe le témoin à quelqu'un et c'est cela, à mon avis, qui conforte la démocratie. Et c'est pour cela que les élections de 2020 sont importantes. Réaliser pour la première fois le fait qu'un président démocratiquement élu passe le témoin à un autre qui le sera dans les mêmes conditions. Mais cela n'est réalisable que si notre gouvernement a un comportement démocratique sincère. Pas simplement le vernis qui consiste à dire je renonce à quelque chose
à laquelle je n'ai pas droit de toute façon et qui est considérée souvent comme étant suffisamment fort pour démontrer leur volonté démocratique. C'est une erreur et à mon avis, c'est un prisme qui déforme le regard que les gens doivent avoir sur notre démocratie. Le gouvernement en place est en train de restreindre les libertés. Il est en train de préparer la confiscation du pouvoir avec une commission électorale nationale à sa guise et avec une loi électorale qu'il s'est faite tout seul. Ce qui n'est jamais arrivé dans notre pays. Depuis la conférence nationale, toutes les lois ont été faites dans le consensus de l'ensemble des partis politiques, sauf maintenant. Donc, nous sommes profondément inquiets de ce qui est en train de se préparer. Je les comprends, ils sont en désamour avec le peuple nigérien. Ils ont un très mauvais bilan. Alors, ils veulent par tous les moyens confisquer et garder le pouvoir en 2020. Mais je pense qu'on leur empêchera cela, Inch'Allah. Ibrahima Yacouba, merci beaucoup. Merci à vous.